Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. On est très heureux d'être en votre compagnie. On va aujourd'hui parler de la CAN, mais avant, on va vous dire de passer une très bonne année 2026 à vos proches, vous-même, et puis à tous ceux que vous aimez, tout simplement. Avec moi aujourd'hui, j'ai des amis pour parler foot, 100% foot. J'ai des anciens footballeurs là aujourd'hui. Je vais commencer par qui? Je vais commencer par toi, mon champion du Gabon. Armand Ossé, comment ça va? Bonjour Malik, meilleurs vœux. Merci, bonjour gentil. Bonjour co-élègues, coéquipiers anciens, on est là, toujours. On dit le Gabon éliminé de la CAN. Oui, le Gabon est éliminé, ça c'est une certitude. Tu te portes bien malgré tout? Bah écoute, moi je me porte bien, hein. J'ai un peu de souffrance, mais après ça passe vite. Ça passe, hein, ouais. N'est-ce pas? Ouais. Bah tiens, la RDC aussi est éliminée, je crois. Ouais, la RDC, bah, Distel, Zola, comment ça va mon champion? Très bien, et toi Malik? Ça va quand même? Bonne année. Comment vas-tu? Non, je suis très content. Très content qu'on se retrouve malgré notre élimination. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un plateau intergénérationnel et on va pouvoir bien parler de l'évolution. Mais tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Parce que tous les Congolais RDC y croyaient fortement. Même Dalini de la chaîne. C'est vrai. Mais bon, on est tombé sur une bonne équipe d'Algérie. On aura le temps de... Ça, c'est un peu trop lisse. On veut de vraies infos. Ok. Passionné de football qu'il est, il nous rejoint aujourd'hui sur le plateau d'Afrofoot. Alfred, comment ça va? Je vais très bien. Je suis bien, content, la forme? Ouais, je vais très bien. Je suis content de vous retrouver et de parler de la CAN, de tout ce qui va venir, qui va suivre. La Côte d'Ivoire qui émerge, l'Égypte, l'Algérie, surtout on ne s'attendait pas. Le Maroc, malgré que mal organise. Elle a éliminé la Tanzanie par injustice, mais bon... pour toi, c'est une injustice. Oh là, ça promet d'être chaud. J'aime ça, ça promet d'être chaud. Et puis, parmi nous, il fallait quand même qu'on appelle quelqu'un qui a déjà gagné une CAN. Ah oui. Moussa Traoré, comment ça va? Ça va très bien, Malik. Amis téléspectateurs, je suis allé le chercher très loin. Moussa Traoré, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 1992. Effectivement. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Tu fais quoi maintenant? Je suis en bonne santé, Dieu merci. Et puis, je dis meilleurs vœux à tout le monde. Oui. Surtout la santé, qui est très importante. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis toujours dans le foot. Je suis à la commission technique du district du Val-de-Marne. Dans le 94? Dans le 94. Donc, on gère tout ce qui est très bien. Tu aimes ce que tu fais? Oui, j'aime ce que je fais. Tu fais quoi? Détection, certification et comme on appelle aussi gérer les sélections des 16, 14, le football féminin aussi. Ouais. Ah ouais, tout ce qui est foot féminin, vous faites ça aussi? On fait ça aussi, ouais. D'accord. Voilà. Ah mais c'est bien. Ouais. Bravo. Ça se merci. On espère qu'un jour tu iras étendre toute ton expérience du côté de la Côte d'Ivoire. Ah ben oui, j'attends ça avec vraiment impatience. Tu attends qu'on t'appelle? Ouais, non, pas qu'on m'appelle. Fais la démarche. Voilà. Montre-toi. Je ferai la démarche pour. Comment on fait pour devenir champion d'Afrique d'ailleurs? Alors, c'est quoi le secret? C'est une question très difficile, mais bon, s'il y avait des secrets, j'allais leur donner à nos jeunes sportifs ivoiriens là, pour qu'ils remportent la 4e étoile. Ouais. Mais bon. Il n'y a pas de secret? Il n'y a pas de secret, il y a le mental, il faut avoir les bons joueurs et puis de la chance. Mais dis-moi, en 1992, j'ai envie de faire une petite parenthèse là-dessus. Quand vous gagnez la CAN au Sénégal, le jour du match, c'était quoi la journée? Les heures qui ont précédé la finale? Vous étiez dans quel état d'esprit? Vous étiez stressé? C'était comment? Non, stressé personnellement non, et puis avec mon voisin de chambre aussi non. C'était qui ton voisin de chambre? L'Océanie Konaté. Le gardien? Le deuxième gardien. Le deuxième gardien de la Côte d'Ivoire. On n'était pas stressé parce qu'on ne nous attendait pas là. Donc on était décontractés, on est arrivé en finale et puis on est parti vraiment sereinement, quoi. Et il faut dire aussi que tu as réussi ton tir au but. Oui. Non, mais c'est important. Sans quoi, peut-être que la Côte d'Ivoire ne serait pas championne d'Afrique à ce moment-là. Juste après moi, il y a Joël Thierry qui rate le dernier tir. Ah là, tu viens de balancer, les gens avaient oublié. Et si moi je ratais, Joël ratait derrière, le Ghana passait, donc ça allait être compliqué. T'avais quoi? T'avais la pression, t'as les pieds qui tremblaient, c'est comment? Non, la séance de tir au but, franchement. Franchement, j'ai pris tout mon temps. Je ne sais pas si vous avez vu l'action. Du milieu de terrain jusqu'au dans les 16 mètres. J'ai pris tout mon temps, la tête vide. Vraiment, je suis allé avec confiance. T'as pas eu les pieds qui tremblaient? Non, pas du tout. Pourquoi?
Parce qu'on le sent, on le voit, hein, Parce c'est que difficile les tirs au but quand même. j'ai fait Surtout le- quand c'est une finale, encore plus. J'ai fait le vide de ma tête. Tu as réussi ça? Voilà, j'ai réussi. Tu avais travaillé Et- dessus déjà en amont? Non, non. Si j'avais travaillé dessus, j'allais avoir de la pression, je pense. Ah d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a des coéquipiers qui ne voulaient pas les tirer. Ouais, on va pas donner des noms. hein. Non, Mais non, sauf que des ça pas fait de le noms. tour, parce qu'après on est arrivé jusqu'à ce que tout le monde tire. Oui. On est même revenu sur les goals et tout ça, Ouais, les gardiens. tout à fait, tout à fait. Donc tout le monde a Tout tiré à fait. en fait. Tout le monde a tiré et puis bon, le résultat est là, quoi. Bah, en tout cas, bravo. Hein. Merci. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Distel était pas né. Distel était pas né. Tu parles- Non, je suis né en 89 quand même. Oh. Il avait 2 ans. Un petit garçon. 3 ans. Voilà. Tout bébé, tout Et bébé. nous, on a eu la chance de le Ah, vivre c'est en beau. direct. Ah, direct. C'était magnifique. Non, Grande c'est- équipe de la Côte d'Ivoire. Respecte les gens Non, qui ont je- vécu. hein. respect, Hein, Comme vous avez respecte les gens qui ont vécu. Oui, il faut respecter les gens cher qui ont vécu, Distel. ouais. Non, non, je venais d'Alès. D'accord. Ah, mais vous êtes en aparté, c'est ça? On est dans une émission de télé, là, les amis. Carrément. Non, non, Hein, c'est Alfred. hein. Il m'a posé une C'est question. Alfred. hein. Ouais. C'est Alfred qui fait ça. Bon, les amis, on va ouvrir véritablement l'émission avec tout de suite et maintenant le cash chrono. Alors les amis, le cash chrono, on va parler de la Tunisie. Hein. La Tunisie qui est donc éliminée hein, de cette CAN 2025 qui se déroule donc du côté du Maroc. On va s'arrêter sur un fait hein, qui, ma foi, nous interpelle en tant que suiveur, en tout cas, du foot africain. C'est le joueur justement de la Tunisie, Hannibal, hein, le numéro 10 hein, donc de la sélection tunisienne, qui a fait une sortie, hein, qui a mis le doigt sur quelque chose qui, en notre sens, au niveau de la rédaction, est quelque chose de vrai. Il a dit tout simplement, on est en retard. Quand il dit on est en retard, il parle de la Tunisie. Mais moi, j'ai envie qu'on fasse un peu plus large parce qu'il s'agit de parler des sélections africaines dans leur ensemble. On est en retard dans notre football et ça, il faut le dire, on est en retard sur beaucoup de choses. On doit tous s'asseoir autour d'une table, tous les responsables du foot tunisien, et se poser les réelles questions parce qu'on est vraiment en retard. On rêve beaucoup, mais on ne travaille pas assez. Alors, vous avez été sur le terrain, chers amis. J'ai envie que vous me dites un peu, toi, Distel, tu suis beaucoup la sélection RDC Congo. Pareil pour toi, Armand, tu suis beaucoup le Gabon. J'imagine que Moussa aussi, Bien tu sûr. suis beaucoup la sélection ivoirienne. J'ai envie que vous nous apportiez vos lumières hein, sur cette question des moyens pour nos footballeurs. Armand, je commence par toi. Moi, je pense qu'il est très courageux. La première chose que j'ai envie de dire, du haut de ses 22 ans, il est très courageux. Il touche un point très important pour le football africain d'une manière générale et pour les nations africaines. Après, quand on vient sur le plan régional, hein, géographique hein, de la Tunisie, avec leurs collègues marocains, algériens, c'est vrai que la Tunisie est un peu dernière de la classe. Et quand on regarde un peu d'une manière un peu plus globale, plus générale, il sort d'une compétition qui est brillamment organisée, avec beaucoup de choses mises en place en amont sur plusieurs années et qui se matérialise par une grande Coupe d'Afrique des Nations qui, sur le plan organisationnel, tient. Et puis sur le côté du jeu, c'est clair que la Tunisie, avec ce qu'elle a produit, est en deçà des autres. Donc il y a vraiment une différence entre la Tunisie et d'autres pays du Maghreb, que ce soit l'Égypte, que ce soit, pour ne parler que du Maghreb, puisqu'on parle de la zone géographique en ce qui concerne la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Forcément, il y a de quoi avoir de l'amertume par rapport à ce qu'on constate pour son propre pays. Lui, il sait de quoi il parle. Moi, j'y vis pas. Je sais que la Tunisie, dans le temps, avait déjà été quand même bien structurée. Quasiment déjà. le meilleur championnat d'Afrique, Voilà. jadis. hein. Et comment ils ont perdu cela? Ils se sont fait passer devant par le Maroc, par l'Égypte, qui est pour moi leader sur ce côté au niveau du Maghreb. Ce qui concerne les clubs, hein, je veux dire. Pour moi, sa vision, elle se tient. Tiens la route. hein. Elle se tient, elle peut se justifier, car ils ont été éliminés. À noter que dans cette émission également, dans quelques instants, on va aborder le grand débat de ce jour. hein. On va parler des quarts de finale hein, qui s'annoncent de façon intense, vraie, avec des matchs comme Sénégal, Mali, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria et Égypte, Côte d'Ivoire. Ça arrive dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Distel, ton avis sur la question. Hannibal, tu es d'accord avec ce qu'il a dit par rapport aux moyens dégagés pour les sélections? Tu trouves que ce n'est pas suffisant?
Bon, je pense que sa réaction, elle a aussi été à chaud. C'est un jeune joueur. C'est vrai qu'il s'est positionné, c'est très bien. Après, moi, je dirais que le linge sale se lave en famille. Et nous tous qui avons joué au foot, on est conscients des réalités et des défis que font face nos équipes. Maintenant, il y a des choix qui doivent être faits, bien sûr. Je vais te donner un exemple. Le Cameroun qui a changé son coach. Aujourd'hui, on voit les résultats qui sont positifs. Là, le coach de la Tunisie, on l'a viré, mais il faut savoir que quand même, il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde. Donc, pour moi, deux poids, deux mesures. Ça se discute, quoi. Ça se discute, mais le plus important, c'est de pouvoir, à tête froide, de vraiment faire le constat pour la Tunisie, de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on peut être productif pour la Coupe du Monde. Parce que c'est bien de parler, de dire que rien ne fonctionne, mais maintenant, il faut prendre les éléments et réfléchir pour être productif pour la Coupe du Monde. Mais si Hannibal n'en parle pas, Moussa, comme l'évoque Distel, comme le suggère Distel, est-ce que nous, on en parle sur le plateau aujourd'hui? Non. Non. Comme tu dis, on laisse le linge sale se laver en famille. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, j'ai connu Hannibal, il avait 13 ans. Il a été détecté avec le U13. Romain m'a dit de te dire de parler un peu plus fort. Il a intégré l'équipe de jeunes de 16 ans, 17 ans de l'équipe de France. Donc, il sait comment on travaille un peu en interne. Tu l'as connu dans quel club? Il était au PFC. Au PFC, mais on avait la sélection U13 au district. Enfin, ceux qui rentrent à Clairefontaine. Donc, il faisait partie de ce joueur-là. Et vraiment pétri de qualité. Il était déjà aussi... Oui, pétri de qualité et puis vraiment caractère réel. Ouais. Voilà. Ils disent ce qu'ils pensent, ils s'affirment. Voilà, il s'affirme. Et puis, ce que je vois, c'est que sa sortie, vraiment, pour moi, est un peu justifiée. Parce que c'est vrai, ils perdent le match, ils sont éliminés. Mais par contre, la Tunisie... Quand ils remportent leur CAN chez eux, et leur CAN, il ne sait pas en quelle année, il ne sait plus. De mémoire, je crois que c'est 2004. Hein, ouais. Santos, tout ça. Voilà. Avec le de mémoire, avec Santos, Karimagui, voilà. Donc, ils avaient des générations vraiment qui tenaient la route. Et là, c'est vrai, quand tu prends aujourd'hui, ce n'était pas la Tunisie qu'on a connue. Pour moi, ils allaient être éliminés, même au premier tour, franchement. Sans manquer de respect à la Tunisie. Hein. Mais le championnat, il est un peu faible là-bas aujourd'hui. Et puis la sélection, bien vrai qu'elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont devant la Tunisie par rapport à la formation locale, la détection des jeunes, et puis tout ce qui est l'infrastructure, tout ça qui englobe le football vraiment local. Aujourd'hui, la Tunisie est vraiment en arrière par rapport à certaines nations. Bon, en tout cas, au niveau du Maghreb. Alfred, j'ai envie qu'on fasse un peu plus large. Au-delà du cas de la Tunisie, je pense que ce sont aussi potentiellement les réalités de pas mal de pays africains, notamment des pays d'Afrique noire aussi. Quel est ton sentiment par rapport à cette question ? La question, pour moi, à titre personnel, c'est juste un cri. Et puis, c'est une alerte, il faut le dire de façon honnête. Maintenant, vous inversez les choses. Si la Tunisie avançait, on n'aurait pas entendu cela. D'accord ? Maintenant, quand on est sélectionné, qu'il y a un dysfonctionnement, qu'on est éliminé, voilà, ça revient, ma foi, à l'administration de réagir. Maintenant, au niveau de la politique africaine ou des jeunes, il y a beaucoup de travail à faire, il faut le dire. Ouais. Là où on mélange les choses, c'est quoi ? Le politique se mêle au sport. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'il y a les moyens qui sont dégagés pour développer les choses, les centres de formation, détecter les jeunes, il faut leur donner la possibilité de faire les choses. Bien sûr. Bon, quand on ne le fait pas, que les jeunes viennent en sélection, qui découvrent que ce n'est pas ça, c'est décevant. C'est très décevant de voir une nation être éliminée, parce que le parcours de la Tunisie, honnêtement, c'est apprécié, c'est louable. Ils sont venus motiver et servir le peuple. Donc quand on voit que c'est éliminé comme ça, c'est décevant. Peut-être même qu'il y a autre chose. Pourquoi il dit cela ? Il a raison de dire cela, parce que c'est son pays, c'est son appartenance. Donc aujourd'hui, on ne déçoit pas, on ne vient pas, et derrière ça, on cache les choses. Donc il faut arrêter. Le football, maintenant, les jeunes aiment le football. Le dernier gamin qui suit la télévision, il vous suit. En 92, quand vous aviez gagné,
On sait combien de fois on était content en Côte d'Ivoire. On nous a dit d'aller tout prendre. Donc si ce jeune-là écrit, il sait pourquoi il crie. Qu'on arrête un peu, voilà, de faire comme si le football ne nous appartient pas. Il nous appartient tous. On doit s'y mettre, travailler pour que ça avance. C'est vrai que quand il a dit que la Tunisie est derrière parmi les pays maghrébins, c'est vrai. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc sont à l'avance. Mais c'est à la Tunisie de travailler. Si réellement ils doivent travailler, oui, tout le monde va reconnaître si la Tunisie a travaillé. C'est ce qu'on attend. De retravailler, hein, parce que jadis, comme je le disais, il était vraiment en avance. C'est que depuis on va dire à peu près 10 ans, il marque vraiment le pas. Il y a une véritable régression à ce niveau-là. J'ai fait même signer là-bas en 95. Bravo. Dans un club à l'Espérance de Tunis. Ah, l'Espérance de Tunis, très grand club. C'était un grand club africain. Et en plus, les salaires étaient assez élevés. J'ai beaucoup d'amis gabonais aussi qui ont évolué à l'Espérance de Tunis. À l'Espérance de Tunis. Merci les amis pour ce débat. À présent, on va basculer dans le foot panorama. Ah, le foot panorama, chers amis, on va partir en premier lieu du côté du Gabon. La CAN 2025 a provoqué un véritable séisme du côté du Gabon. Donc après l'élimination de l'équipe nationale, l'équipe donc a été suspendue, le staff remercié et plusieurs cadres mis à l'écart, dont notre ami Aubameyang. Est-ce que cette décision est un signal d'autorité nécessaire ou plutôt une dérive politique ? Armand, tu es ancien international gabonais, j'ai envie que tu commences. Je vais un tout petit peu m'étendre sur la question parce que c'est pas. On va pas prendre. Je ne veux pas m'éterniser, mais il est important quand même qu'on rentre dans cet aspect. Fais pas trop long. Ne nous perds pas. Non, je ne veux pas vous perdre. Déjà, pour répondre à la question, dérive politique, je dirais plutôt dérive politique. Je pense que cette sortie n'était pas nécessaire. Laquelle Suspendre toute l'équipe Du gouvernement, du ministre intérimaire qui a, je vais dire, suspendu l'équipe nationale et qui maladroitement suspend les joueurs. Je ne vois pas en quoi certains joueurs qui viennent défendre la nation doivent être suspendus parce qu'ils ont eu une mauvaise performance. Ce jour-là, ils n'étaient pas en forme. Ça ne tient pas debout. On ne mélange pas là. En fait, je veux dire plutôt que ça a été une récupération politique. Vous voyez, quand c'est un débâcle de ce type arrive en pleine compétition, en pleine échéance, 3 matchs, 3 défaites, le politique, pour justifier, trouve un bouc émissaire. Et pour moi, je ne trouve pas ça, je veux dire, élégant. On ne peut pas aujourd'hui donner à la verdict populaire des gens qui ont humblement défendu la couleur du pays. C'est inadmissible. Mais dans une récupération politique, c'est-à-dire quand tu dis que le pays, en tout cas le gouvernement, cherche un bouc émissaire, ça veut dire que pour toi, les responsabilités sont bien ailleurs. Sont ailleurs, et je vais dire qui sont ces responsables? Les responsables, ce sont les tutelles, l'instance fêtière, la Fédération gabonaise du football, l'État. Qu'est-ce que la Fédération qui valide ne fait pas, ou qu'est-ce que la Fédération fait qui ne va pas justement dans le bon sens de l'évolution du football gabonais, notamment de la sélection? Si on veut rentrer, vous voyez, je ne suis pas bien quand on parle de cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de générations de footballeurs qui ont été tués déjà, je veux dire, qui sont morts, qui ne joueront plus jamais, qui ne rêveront plus. Il n'y a pas de football au Gabon, en fait. Quand tu dis tuer, tu ne parles pas de mort physique? Non, je ne parle pas physiquement, de carrière. De carrière. Aujourd'hui, le Gabon, par exemple, depuis 6 mois, il n'y a pas de championnat. Ce n'est pas les joueurs ces joueurs qui sont allés participer à une compétition fabriquée, je veux dire, avec une préparation fabriquée, qui doivent être les boucs émissaires. Ce que je veux dire, c'est quoi? Au Gabon, il y a un gros problème de fond. Le véritable problème de fond au Gabon, c'est que l'équipe nationale, avec des feuilles qui cachent l'arbre, tout était misé sur l'équipe nationale, avec des joueurs qui sont tous, la majorité, expatriés. Et ils évoluent tous à l'extérieur. Il y en a très peu, peut-être un, symboliquement, qui viennent défendre, qu'on appelle comme ça, accessoirement, je vais dire, à l'équipe nationale. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a même pas de vision pour le football gabonais, il n'y a jamais eu.
Il y a des formations pour des jeunes? Il n'y a pas de formation. Des académies? Il y a des académies, elles sont individuelles. Il n'y a aucune structure qui encadre les jeunes de manière pérenne. Il n'y a pas de championnat. Donc il faut faire quoi pour toi? Il faut faire quoi? Il faut revoir tout. Je pense que il y a tout à revoir, c'est ça? Non, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et se dire qu'on a failli. On a failli parce qu'on a été incapable de mettre en place une politique avec une vision projetée qui structure, et une structuration avec une organisation qui permet aux jeunes de se mouvoir et former les jeunes qui progressent année après année. Un championnat compétitif avec des joueurs qui produisent des joueurs qui soient compétitifs, qui sont capables d'être internationaux. Sur le plan sous-régional, il n'y a aucun club gabonais. Vous n'avez jamais entendu parler d'un club gabonais qui dispute des compétitions sur-régionales et qui se révèle. Ça n'existe pas depuis 2-3 décennies. Donc, ce n'est pas un problème de ces deux joueurs qui sont des élites. Qui sont des élites. Quand on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est lui qui remet le nom du Gabon sur la carte footballistique au monde. Justement, il y a un nouveau ministre là, qui a été nommé il y a peu, Paul Ulrich Kessani, ancien footballeur d'ailleurs, international gabonais aussi. Rapidement, tu as de l'espoir? J'ai beaucoup d'espoir parce que c'est un petit frère. On se connaît personnellement, c'est un petit frère dont le parcours a été remarquable, que moi je félicite à travers cette émission par rapport à sa nomination. Moi je pense que c'était la meilleure personne dans le contexte à pouvoir donner une lueur d'espoir au football gabonais parce que, il fait partie de la maison, il est dans le système déjà, il connaît le système, il a combattu ce système parce qu'il a eu des problèmes avec le président de la fédération actuelle sur une de ses candidatures invalidée au niveau de la ligue provinciale qu'il avait postulée. Et un dossier, un problème qui allait jusqu'à la FIFA. Oui, donc pour moi, il est dans une logique de pour toi, c'est l'homme de la situation. C'est pas que l'homme de la situation. Je pense qu'il va essayer. Ça va pas être facile pour lui parce qu'il n'y a pas de réelle politique. Il faut enclencher une véritable politique pour le football gabonais avec une vision projetée. Merci Armand. On continue ce foot panorama avec tiens, Distel. On va partir à la CAN encore une fois du côté du Maroc avec un certain Kouka Mboladinga. C'est qui? Donc Michel, c'est le supporter qui a la fait statue Lumumba. Le tour du monde. Dans tous les médias, on parle que de lui. J'ai une histoire particulière avec lui, parce que l'an passé, moi, j'étais manager à l'AS Vita Club, et de base, c'est un supporter de Vita Club. Donc, l'an passé aussi, il faisait cette statue, cette posture pendant nos matchs. Ah ouais? Oui, ça, il n'a pas commencé à la CAN. C'est déjà la même posture. Bien avant, j'ai des vidéos, des photos, et c'est comme ça qu'en allant à la CAN, qu'il a mis son concept, un peu, comme je peux dire, son concept aux yeux du grand monde, et on a vu les retombées. Mais c'est symbolique parce que il remet, je veux dire, en avant l'image de Lumumba. On sait comment il s'est battu pour l'indépendance de la RDC. Oui. Et aujourd'hui, d'allier football, culture, je pense que c'est une très bonne chose. Parce et que, politique au final, aussi. Et politique, bien sûr. Ça donne de la visibilité à la RDC. Et on est tous contents. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est aussi ça, ses émotions. C'est pour ça qu'on aime la CAN, par Exactement. Ah oui. Exactement. Donc, je suis très content pour lui parce que c'est aussi une très bonne personne. Comment il fait pour tenir comme ça aussi longtemps? C'est de l'entraînement. Il s'entraîne. Il s'entraîne et on le voit, il est concentré dans son rôle parce que si vous avez l'occasion un jour de le voir physiquement, il incarne quelque chose. Il incarne, c'est très inspirant. Il a une aura, quoi. Il a une aura, exactement. Il a une aura et il sait en jouer. Et vraiment, c'est une très bonne personne. Mais en fait, je suis curieux, en fait. Toi qui le connais si bien, il fait ça pourquoi? Pourquoi? C'est quoi son objectif? De base, c'est un artiste. C'est un artiste, supporter. Donc, dans son art, il a à un moment jugé qu'il pouvait incarner Lumumba parce qu'il a des traits de ressemblance. Et pourquoi il fait ce geste-là? Parce que à Kinshasa, à Limete, il y a la statue de Lumumba. Et c'était en fait pour... c'est un hommage. C'est un hommage.
C'est un hommage. Bah, pourquoi pas, joli en tout cas. Toujours dans le foot panorama, on va partir cette fois-ci les amis du côté du Nigeria, chez les Super Eagles. Donc il y a une altercation qui a eu lieu entre Lookman et Osimhen. Victor Osimhen. Comment vous appréciez ce type de tension, Alfred? Pour moi, ce comportement n'a pas de sens, pour les raisons très simples. Vous êtes tous les deux professionnels, vous êtes appelés en sélection nationale. Pourquoi vous discutez? Vous êtes en sélection, vous servez le pays. D'accord, c'est un problème peut-être de leadership, pour moi, à mon avis. Pourtant, c'est un problème de leadership. Hein. Pour moi, oui. Parce que peut-être Lookman ne veut pas se faire dominer, c'est tout. Osimhen a un caractère qui n'est pas bien, pas acceptable au football. Mais on dit qu'il est gagneur. D'aucuns te disent que dans une équipe, quand il y a une personne comme ça, une personnalité aussi forte comme ça, ça peut être entraînant aussi pour les coéquipiers. Il ne faut pas mélanger les choses. Je dis donne un exemple, par exemple, très simple. Celui qui joue au Real Madrid, il est bon, mais il a un mauvais caractère, le Brésilien. Qui ça? Vinicius, il n'est pas bien. Vinicius, oui. Il a un comportement. Vous prenez au Sénégal avant, Bokand, il est bien, il est arrogant. Vous prenez Aziz Boudabala, c'est bien, c'est arrogant. Donc pour moi, je dis une chose. Mais on dit que ça fait gagner souvent ce type de tempérament. Mais si on a des anciens joueurs ici si tout le monde qui acquiescent là. Si tout le monde vous suit et que vous êtes leader, c'est à vous d'être humble pour que les gens vous suivent. Je dis une chose, Osimhen, Lookman pouvait le suivre. Mais s'il y a un problème entre eux, ça ne peut pas avancer. Mais Lookman lui-même, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. C'est ce qu'il a dit officiellement. Non, il a dit simplement que ce n'est qu'une question de foot. Et d'après les propos qui ont été, rapportés, Osimhen, c'est vrai que dans sa gestuelle, dans l'attitude, ça ressemblait à quelque chose d'assez agressif et tout ça. Mais il lui disait simplement que le football, c'est un sport d'équipe. C'est ce qu'il lui disait, simplement. Mais sauf qu'il insistait tellement que ça montrait aussi quelque chose de véhément. Bien sûr. Il y a quelques semaines passées, on a vu un peu cette scène avec Gana Gueye. À Everton, mais rapidement avec son coéquipier, on les a vus 2 jours après, bras dessus, bras dessous. Donc ça fait partie d'un vestiaire. Bien sûr que... Toi, tu t'es déjà faillité là quand tu étais joueur? Oui, ça a déjà arrivé avec un coéquipier parce que tu as envie de gagner. Je pense que c'est plus dans cet aspect-là que ça s'est déroulé. Ça peut arriver une fois en passant, mais sauf que tout dépend de la tonalité. Osimhen, on a l'impression qu'il est coutumier du fait. Il le faisait à Naples. Hein. Moi, je regardais les matchs de Naples avec Vara, qui est aujourd'hui au PSG, il le faisait. Voilà, bon, et ça n'en empêche pas de marquer des buts, d'être décisif. Donc, je pense que tant qu'il fait gagner, c'est bon. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais maintenant, il y a des égos dans un groupe. Et aujourd'hui, je pense qu'Eric Schell, il arrive bien à gérer son effectif. Pour moi, c'est plus important. Moi, je pense que ce qu'il dit, je comprends, il nuance un peu, il temporise. Distel, c'est quelqu'un, il aime bien. Ouais, Distel, il est pondéré. Il est très pondéré. Il va faire de la politique bientôt. Je pense, parce que si on arrive au clash, c'est qu'il y a des antécédents. Et ces antécédents peuvent aussi, comme il disait le grand frère, il y a la gestuelle, ce qu'on appelle le comportement. Il l'a dit tout à l'heure, ça peut nuire. Tout dépend il se connaît comment ça façon de générer, qu'est-ce qu'on parle, la tonalité. On peut être leadership, ils sont tous des leaders. Lookman, c'est un leader d'attaque. Osimhen, c'est un leader d'attaque. Mais quand vous regardez Osimhen, il le disait, c'est un peu comme Vinicius. Et on le voit, la gestuelle sur le terrain, on ne sait pas ce qu'il dit, mais la gestuelle parle. Donc du coup, il y a l'interprétation. Et ça peut être très très mal interprété. On voit, tout le monde pense, on imagine ce qu'il dit, alors que ce n'est pas forcément méchant. Et je pense qu'il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Et on sait aussi que c'est un gagneur. Quand tu fais ça, il fait à tout le monde. Il veut sa canne, il veut sa canne. Il veut sa canne. Mais après, il faut que la tonalité, il faut modérer les propos, faire en sorte que ton message soit perçu positivement par tes coéquipiers et que les gens viennent avec toi. Si ce n'est pas comme ça, on ne viendra pas avec toi. C'est peut-être sa façon d'être leader, Moussa. Oui, par rapport au message qu'il voulait faire passer, je pense qu'il peut le faire passer autrement. C'est l'attitude du... Mais c'est son tempérament, les amis. Mais l'attitude aussi... On est tous différents. Après, il marchait, il bras ballants, il ne s'occupait plus des actions. Et ça fait qu'après, l'équipe peut se retrouver à 11 et il peut avoir à 10, à 10, pardon, et il peut avoir des difficultés par la suite. Heureusement, ils avaient vraiment une avance importante. Donc à partir de là, mais c'est des choses qui doivent se régler après dans les vestiaires. Dans les vestiaires après, je gueule.
Après, dans les vestiaires, on règle l'affaire et puis on est dans une compétition, on veut tous soulever la coupe. Donc à partir de là, il ne faut pas avoir ce genre d'attitude sur le terrain. Moi, c'est un joueur que je préfère beaucoup, c'est un gagneur. Mais des fois, l'attitude, c'est exagéré. Mais après, c'est pas parce qu'il est comme ça aussi qu'il est gagneur. Après, j'ai envie de dire, exactement. On le voit sur le terrain, il s'arrache sur tous les ballons quand il est concentré. Il est chiant pour les défenseurs, donc il donne tout. Et c'est l'énergie qu'il a. En fait, il veut. Et bien sûr. On le sait. Si tu canalises trop ça, tu l'éteins. Bah, c'est pas Osimhen aussi. C'est une manière de voir aussi. Moi, je pense qu'il faut aussi dissocier cela. Je pense qu'on peut continuer à être un leader technique avec l'abattage qu'il donne et faire attention à ses coéquipiers. Ouais. Je pense qu'on peut faire la part des choses. Voilà. Toujours en foot panorama, les amis, on a parlé d'Hannibal tout à l'heure. On va revenir sur cette équipe tunisienne qui s'est séparée de son sélectionneur, un sélectionneur qui a qualifié la Tunisie pour la Coupe du Monde. Je me souviens qu'on avait fait une émission justement où on se posait la question de savoir quel sélectionneur potentiellement allait être viré après une mauvaise CAN. Ça vient d'arriver. Le sélectionneur Trabelsi de la Tunisie a été viré. Votre sentiment là-dessus, Moussa ? Je pense que c'est vraiment dommage pour la Tunisie et pour toi, il aurait dû faire le mondial. Oui, il aurait dû faire le mondial. C'est lui qui qualifie l'équipe et puis il connaît les joueurs. Fait venir un nouveau entraîneur à 6 mois de la Coupe du Monde, ça peut fonctionner ou pas. Mais je serais vraiment le président de la fédération, je l'aurais gardé. Tu l'aurais gardé en tout cas. Armand ? C'est aussi encore une autre décision politique, c'est trouver un bouc émissaire. Pour moi, c'est ça aussi. Hein. Moi, je pense que... Pour toi, c'est toujours le fusible, l'entraîneur ? Non, mais moi, je pense que le fusible... En fait, il faut voir le contexte. Hein. Quand tout à l'heure, je parlais du contexte du Gabon, c'est clair, il fallait trouver un bouc émissaire pour orienter les débats ailleurs. La Tunisie, c'est dommage parce qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait par cet entraîneur. La Tunisie arrive pas très bien prête à cette Coupe d'Afrique des Nations, l'ascension est immédiate. Mais c'est qui le chef du sportif? C'est l'entraîneur. Oui, mais c'est l'entraîneur, forcément. Si elle n'est pas prête, si la sélection n'est pas prête. Mais c'est un ensemble de choses. Hein. Tout à l'heure, si le petit jeune Hannibal, il parle de préparation, il parle de beaucoup de choses. On ne vit pas avec lui. S'il en parle, mon frère et ami Moussa Traoré a bien dit qu'il connaît très jeune, qui déjà avait une certaine forme de karaté, disait certaines choses, et qu'il a un vécu. Parce que la différence, vous allez voir, certains joueurs africains ne parlent pas beaucoup par rapport au contexte dans lequel ils ont grandi. C'est un contexte où on a l'habitude de faire taire les gens. Ils mettre la poussière sous le tapis. Voilà. Et des personnes qui sont assez libres dans un contexte où ils voient quand même la différence, elle est marquante. Et il est capable de s'exprimer, il s'exprime, il dit ce qu'il pense. Le sélectionneur viré pour toi, Alfred, moi, sachant qu'il a qualifié quand même la Tunisie pour... C'est une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que le parcours tunisien est louable. Il faut saluer qu'ils ont été éliminés, mais bon, ils ont un parcours exceptionnel bien. Donc pour moi, il fallait le laisser continuer, ou soit après l'élimination, essayer de faire, voir en interne ce qui ne va pas pour préparer la Coupe du Monde. Mais faire revenir un nouvel entraîneur, pourquoi? Pour reconstruire. Pour moi, ça ne va pas être facile. Donc pour moi, la continuité, elle était là. Et puis voilà, il faut féliciter la Tunisie qui est sortie la tête haute. Donc pour moi, la tête haute, tu penses oui, le parcours, il était bien. Faut pas dire pour toi, il est bien. Demande ça aux Tunisiens, je ne pense pas qu'ils disent la même chose que toi. Mais après, je dis une chose, même s'ils ont été éliminés, ils ne sont pas venus, ils ont bien joué. Hein. Je ne vous ai pas dit que la Tunisie n'avait pas une bonne équipe. Moi, j'ai vu le premier match face à l'Ouganda de mémoire. Je l'ai trouvé bien, ce match, abouti. Après, c'est vrai qu'il faut relativiser, parce que l'adversaire aussi était relativement faible. Si je te suis bien, mais j'ai trouvé une équipe très dynamique, très collective. Pour quelqu'un qui la regarde bien, de façon honnête, vous retirez le Sénégal, qui brille, qui aujourd'hui est considéré comme les Brésiliens d'Afrique. Dans l'ensemble, le Maghreb a l'une des belles préparations. Hein. Les équipes maghrébines sont mieux préparées que les autres, il faut le dire. En avance, on va plutôt dire ça. On verra ça le 18 janvier. On verra ça le 18 janvier. Un dernier sujet pour Foot Panorama. Vous dire aussi que dans quelques instants, on va aborder les quarts de finale qui arrivent avec Algérie, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali et Cameroun, Maroc. Nos amis ici en plateau vont se mouiller comme jamais avec les amis des arguments. J'attends de vrais arguments, les amis. L'arbitrage, tiens, la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu quand même, les amis, je pense que là-dessus, nous sommes unanimes, l'arbitrage n'est pas des plus au top. Quel est votre regard sur la question, disent-elles? C'est vrai, bon, il y a eu certaines erreurs.
Maintenant, on est dans une nouvelle ère où on a la VAR. Donc, pour moi, les arbitres, ils doivent gérer entre le réel, le ressenti et puis la caméra. Donc, des fois, ça fait aussi prendre des décisions qui ne sont pas comprises pour tous. Maintenant, avec les moyens technologiques, on tend à vraiment éviter les erreurs. Mais bon, des erreurs, il peut toujours aussi en avoir. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Hein, parce que même avec le VAR, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'erreurs. Hein. Moi, je regardais... C'était l'Égypte face à, je ne sais plus, qu'à force de regarder les matchs, la main qui est dans la surface de réparation, la main égyptienne par exemple. Je suis désolé, avec le VAR, tu vois ça. Nous tous, on l'a vu. On voit tous qu'au niveau des stades, il y a des drones. Mais les plans qu'on nous donne à l'antenne ne sont pas les bons plans. Après, Malik, qui nous permettent d'avoir un vrai regard sur les actions. Ce que j'ai envie de te dire, le seul maître à bord, c'est l'arbitre et c'est l'humain. C'est lui qui prend la décision finale. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Que l'arbitre se trompe, moi là-dessus, j'ai zéro problème. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as le VAR et qu'on voit bien, quand on regarde les matchs, on voit bien des drones, c'est des caméras. Mais il suffit de prendre juste une image en contre-plongée. Tu vois tout de suite si la main est dans la surface ou pas. Malik, je vais dire... Ils l'ont. C'est pour te répondre un peu à cette question. Déjà, la VAR, j'ai un problème avec la VAR. Je pense que c'est Platini qui avait raison, qui n'en voulait pas. Aujourd'hui, la VAR, ce que Distel a dit là, en disant l'humain, le charme du football qu'on a connu, Moussa, c'était ce côté où on savait que... voilà, on savait qu'il fallait la ruse, beaucoup de choses qui faisaient que ça pouvait basculer un match ou l'autre. C'était ce charme-là qu'on a du football. Ils ont tué aujourd'hui avec la VAR, et la VAR elle-même n'arrive pas à convaincre tout le monde. Donc on est dans les difficultés, on est partagé. Pour revenir à des actions un peu litigieuses, où on les a, les plans. On les a, tous les angles. C'est l'interprétation. Oui. C'est l'interprétation liée avec ce qui est écrit. Non, les amis, moi je veux bien une interprétation comme la poussette, justement du Marocain face au Tanzanien. Je veux bien une interprétation comme ça, je veux bien. Mais quand la main est au sol... Oui, mais justement, c'est ça. Il y a des règles. Ils ont des... On nous a dit la main collée au corps. On les a pas. Alors, ils vous disent ce qu'ils ont dit par rapport à cette situation pour expliquer que la main était collée au sol. Il y a main ou pas main? Mais cette main collée au sol a été sifflée. Real Madrid, Marseille, cette main collée au sol de Medina, de mémoire, a été sifflée penalty. Donc c'est quoi la règle? Non, mais j'en reviens, c'est pourquoi je vous dis ceci. C'est une question d'interprétation. On revient à l'interprétation. Donc, ils ne sont même pas, il n'y a pas un consensus au niveau de la réglementation établie par rapport à la VAR. Je vais encore aller plus loin. Le Maroc aussi, il y a une faute là, penalty. Il bouscule bien dans la surface et on voit bien. Il déséquilibre. Dès qu'il y a déséquilibre dans la surface, on siffle. Non, la VAR, on doit siffler. Il n'a pas sifflé. Pourtant, la VAR est bien venue au ralenti. Ils ont pris le temps pour bien revoir ça. Et ils estiment qu'il n'a pas eu. Il n'a pas poussé, alors que la faute était flagrante. Donc moi je pense simplement pour dire que la VAR c'est la meilleure chose qui puisse arriver au football ces dernières décennies, tout simplement parce que c'est du business. Ça n'a rien apporté au football. Qui n'a pas réagi là-dessus? Non, Alfred? Moi, je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, les formations, on a l'impression qu'on les met à la poubelle. Je fais référence à votre pays. Il y a eu un grand arbitre, Jean-Philippe Diramba. Suffit à son âme. L'Afrique l'a perdu. Exact. Ceux-là sont là pour former les gens. Si on prend des arbitres qui ne connaissent rien, le fait, il est là. Il a poussé le footballeur, c'est penalty. Il n'y a pas à contester, il n'y a pas à discuter ou quoi. On laisse passer parce que c'est le Maroc, on élimine la Tunisie, on casse quelque chose, on dégrade. C'est pas joli à voir pour le football. Pourquoi on favorisera un pays et laisser passer l'autre? C'est pas bon. Alors, on part en formation, on est arbitre, on dit qu'on est arbitre, international? Non, pour moi, c'est pas acceptable. Il va falloir voir les choses autrement. C'est tout. Où ça? Oui, je le rejoins tout à fait parce que la formation est très importante dans toute chose. Et nos arbitres, est-ce qu'ils savent gérer la pression? Parce que prendre une décision, et prendre la décision de siffler le pénalty contre le Maroc en fin de match comme ça, je pense que c'est cette pression, il n'a pas su gérer. Il n'est même pas allé voir la VAR et puis prendre la décision. Voilà, merci. Et il y a toutes ces choses à prendre en compte et puis faire une bonne formation. C'est vrai, il y a des erreurs partout, même ici, en Europe. Mais bon, je rejoins Armand aussi qui parle d'interprétation,
de l'action. La main était au sol avant que le ballon la touche, et puis la main n'était pas au sol, donc c'est compliqué. L'interprétation. Donc en fait, si j'ai bien compris, le VAR ne sert à rien. Pour nous, c'est... Oui, ça sert à rien. Bien sûr, c'est pas que ça sert à rien, mais non, ça n'apporte rien au football, en fait. Non, mais ça n'a rien apporté au football. Parce que s'il faut interpréter, moi je peux faire la main de Maradona, puis on interprète que c'est dans mon seau que ma main s'est retrouvée là-haut. J'interprète ça comme ça, je siffle pas, penalty ou rien du tout. Pour moi, dans ce sens-là, c'est j'interprète. S'il y avait la VAR, le but de Maradona, le but de Maradona ne serait pas validé. Non, je peux. C'est charme qu'on a perdu. Merci parce que je peux regarder le VAR avec le but de Maradona et estimer que c'est dans son élan, dans son saut, que sa main s'est retrouvée là-bas. C'est mon interprétation. Exactement. Ou alors la main de Thierry Henry qui qualifie la France. On ne se rend pas compte à quel point. Pour le joueur sur le terrain, c'est un ascenseur émotionnel. Ouais. Tu vas même marquer un but, tu célèbres l'énergie que tu donnes, et au final, il a annulé. Mais tu attends 5 minutes pour que ce soit annulé. Exactement. Ça, on n'en parle pas assez de ça psychologiquement. Psychologiquement pour le joueur, pour les adversaires. Ça t'est déjà arrivé? J'ai pas connu. T'as pas connu le VAR? Non, la VAR, j'ai pas connu. C'est récent, là. Pourtant, t'es jeune. T'as vite arrêté. Oui, mais il n'y avait pas encore la VAR. Mais ce que je veux dire, non, vraiment, c'est que. Émotionnellement, pour un joueur, c'est difficile sur un terrain. Après, il faut te remettre dedans. Pour moi, il faut laisser le charme. Il y a des erreurs, il y en aura toujours. Et ça fait partie du foot. Et on espère justement ne plus avoir d'erreurs, notamment dans les quarts de finale qui arrivent lors de cette CAN 2025. On va partir pour le foot à plat. Le foot à plat, les amis, juste avant de débattre des quarts de finale qui arrivent, Sénégal, Mali, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire. On va retrouver du côté de Rabat notre ami Lucas. Lucas Dru, depuis Rabat, qui nous plante le décor. Bonjour à tous et à tous, c'est Lucas. Vous voyez, je suis à Rabat, devant le magnifique stade Moulay Abdallah, où les quarts de finale de la CAN vont bientôt commencer. Alors ici, la tension monte un petit peu. Effectivement, le Maroc est qualifié, ils vont jouer contre le Cameroun dès demain et c'est un match à fort enjeu. Pourquoi? Le Cameroun, c'est une équipe qui fait peur, qui est en train de monter en puissance tout au long de la compétition et le Maroc a plusieurs enjeux qu'ils doivent gérer. Tout d'abord, les blessures. On sait qu'il y a plusieurs joueurs importants du Maroc qui sont blessés. On pense notamment à Ounahi, notamment aussi à Romain Saïs depuis le premier match. Et donc, le Maroc doit jouer avec ça. Ensuite, la défense. La défense qui est un petit peu inquiétante, qui n'est pas tout à fait sereine. On pense notamment à la poussette de Messina à la dernière minute face à la Tanzanie. Donc voilà, le Maroc a plusieurs enjeux. L'attaque aussi, avec beaucoup de dépendance au coup d'éclat de Brahim Diaz et aux bicyclettes de El Kaabi. Donc voilà, le Maroc ne domine pas totalement ses adversaires. Il y a des problèmes dans le jeu. On voit, ils sont assez critiqués sur ce qu'ils produisent. Par contre, ce qu'il faudra pour gagner, aller jusqu'au bout, ce qu'espèrent tous les Marocains, c'est vraiment de la cohésion, une équipe qui se bat ensemble, qui défend ensemble. Et il y a bon espoir d'aller plus loin. Celui qui a la pression, comme on le sait, c'est Walid Regragui. Il est très très scruté sur ses choix et une défaite en quart de finale face au Cameroun ferait tâche. Du côté des Camerounais, je le disais, c'est assez une bonne dynamique. Une bonne dynamique, on le sait, depuis les problèmes entre Eto'o et le ministère des Sports. Il y avait énormément de problèmes internes à l'équipe nationale du Cameroun. Et là, maintenant, ça s'est calmé et on voit que la belle dynamique est en train de les amener jusqu'en quart de finale. Et je crois que les Camerounais espèrent même aller plus loin. Face au Maroc, s'il se qualifie, se dressera peut-être l'Algérie. Et là, ce serait vraiment le match que tout le monde attend. L'Algérie qui joue contre le Nigeria, donc deux des plus belles attaques de la compétition. Et donc, comme je le disais, ici, le duel contre les frères, contre les voisins algériens, je pense que ce serait une ambiance absolument somptueuse. Dans les autres matchs de ces quarts de finale, on aura aussi l'Égypte qui affrontera la Côte d'Ivoire. Là, c'est un petit peu la Côte d'Ivoire qui fait face à sa bête noire, puisque l'Égypte a battu la Côte d'Ivoire 8 fois sur les 11 confrontations. On se rappelle plusieurs fois, notamment en finale, au tournoi des années 2010. Et là, dernier quart de finale, Sénégal-Mali, peut-être le match le plus déséquilibré sur le papier. En effet, le Sénégal, un des grands favoris de la compétition, qui fait quasiment sans faute pour le moment, et le Mali, qui n'a pas remporté un seul match, qui n'a fait que des matchs nuls pour arriver jusqu'au quart de finale. Donc voilà, c'est peut-être le duel le plus déséquilibré sur le papier, mais on sait qu'en football, tout est possible. Merci Lucas, depuis Rabat au Maroc, et puis excellent séjour à toi, n'hésite surtout pas à nous adresser de jolies pépites. Les amis, en Sénégal-Mali, on va commencer par ce match qui aura lieu donc le vendredi 9 janvier dès 17h
heure de France, hein, si je ne m'abuse. J'ai envie d'avoir votre sentiment sur ce match, hein, votre pronostic argumenté. Je vais commencer par qui? Je vais commencer par Alfred. Sénégal-Mali, tu vois qui vainqueur et pourquoi? À titre personnel, je pense que le Sénégal pas favori. Mais il faut dire que le Mali est aussi sur là, parce que le Mali a eu un parcours passé durant la dernière CAN. Donc, quelque part, le Mali a été éliminé par la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Non. Ouais. Et la génération malienne aujourd'hui, conduite par, ma foi, Bissouma, a aussi des réserves. Il faut faire confiance au Mali. Donc, pour moi, ça reste un match ouvert. Aujourd'hui, le Sénégal domine partout, il faut le dire, il faut reconnaître. Même Sadio Mané, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, sa place des titulaires est menacée. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments... Était menacé. En tout cas, sur cette CAN, il retrouve la forme de sa jeunesse. Quand on ne lui fait pas la passe, il fait la gueule. Il faut le reconnaître, ça se voit dans son visage, vous saviez. Et puis, aujourd'hui, le Sénégal fait preuve... montre de quoi elle est capable, parce que cette génération, elle est toujours là. C'est-à-dire, même si Aliou Cissé est parti, le nouvel entraîneur garde les mêmes. Il y a quelques petits changements, mais c'est vrai, le Sénégal promet. Pour moi, ça reste un match ouvert. Le Sénégal, oui, mais le Mali peut créer la surprise, si je vous le dis de façon honnête. Armand. Moi, j'ai beaucoup apprécié la qualification malienne, la résilience. À 10 contre 11, pratiquement tout le match, contre justement qui a éliminé la Tunisie. Mais, comme il a dit mon grand frère, le potentiel sénégalais est énorme. Il y a une continuité dans le travail que Kaba Paptiaou, la continuité d'Aliou Cissé. Il y a une véritable dynamique, une pépite Mbaye qui se révèle de match en match en équipe nationale. C'était le cas déjà avec Paris Saint-Germain. Sadio Mané, tu viens de le dire, qui a retrouvé ses jambes. Une équipe beaucoup plus cohérente. Il y a une meilleure cohésion, une équipe beaucoup plus qui sait où elle va, qui a beaucoup plus de certitude que le Mali. Voilà. Je pense que ça va rester ouvert avec un avantage beaucoup plus pour le Sénégal. C'est quoi, 60-40? Non. Oui, 60-40, on peut le dire. Non, parce qu'après, on a les pronostics. Ah, d'accord. Disent-elle. Pour moi, Sénégal-Mali. Pour moi, le Sénégal est nettement favori pour ce match. Maintenant, c'est un derby de Westaf, donc tout va se jouer aussi au fight and spirit, hein, comme tu l'as dit, Armand, et aussi l'analyse d'Alfred. Donc ça va être ouvert et un derby, ça se joue pas, mais ça se gagne. Donc, est-ce que c'est une opposition, c'est une affaire d'orgueil, cette opposition Sénégal-Mali? Je pense que pour les Maliens, oui. Parce qu'à la dernière CAN, ils sont sortis vraiment avec les moyens d'aller en demi-finale. Nous, on les sort en Côte d'Ivoire, mais ils avaient une très belle équipe. Et par rapport à ce match qui arrive demain, je pense que je vote le Sénégal par rapport à la profondeur du banc des Sénégalais. Ils ont une profondeur de banc vraiment... De qualité. De qualité. Il y a des joueurs qui peuvent rentrer tout le temps et faire la différence. C'est ce que le Mali n'a pas. Vous pensez qu'on arrivera aux prolongations, par exemple? Tout est possible, mais moi je pense quand même... Oh, c'est plié en 90, c'est plié. Non. Et dans les quarts, en Coupe d'Afrique, tout est jouable, tout est possible. Ouais. Il y a des possibilités, mais moi je pense quand même, si le Sénégal, parce que vu leur dernier match, un peu, ils sont montés vraiment en puissance. Hein. On sent que le danger est partout. Quoi. Ouais. Il y a vraiment la qualité offensive. Ouais. C'est ça qui fait la différence avec le Mali. Pour moi, je pense que je voterais beaucoup plus pour un match plié en 90 minutes. En 90 minutes. Hein. Et puis aussi, Mali peut être la surprise de la CAN, hein, parce que chaque année, il y a une équipe qui arrive dans les débits. Hein, parce que là, comme disait Lucas, hein, voilà. 0 victoire. Hein. Ouais. Et pourtant, ils sont en quart de comme finale. la Zambie avait fait. Voilà, à l'époque. Ouais. Tiens, un autre match, un autre choc. Le Cameroun de Mbeumo face au Maroc d'Hakimi. Moussa, tu vois qui passer? Je vois le Maroc passer, par rapport à, étant donné qu'ils sont le pays organisateur. Et je pense que c'est une occasion à remporter la deuxième CAN s'ils arrivent à passer ce tour-là. Et
je pense qu'ils passeront quand même. Donc pour toi, si le Maroc franchit l'écueil camerounais, ça y est, ils peuvent aller au bout. Ils peuvent aller au bout. Ils peuvent aller au bout, mais je mets une pièce sur nous quand même aussi. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, d'accord. Mais là, pour l'instant, on est Cameroun-Maroc. Oui. Hein on est Cameroun-Maroc. Oui. Et Distel, ton pronostic, et pourquoi? Pour moi, le Cameroun est dans la meilleure position. Pendant cette Coupe d'Afrique, ils sont montés crescendo. On sent qu'il y a un engouement derrière. On peut voir après chaque match, il y a Alexandre Song, Rigobert, Eto'o. Donc ils ont créé une atmosphère positive, positive pour l'équipe, pour le coach. Et ils peuvent le faire. Maintenant, le Maroc est à domicile, la ferveur du public, l'attente. Est-ce que ça peut se transformer aussi en pression? On va le voir lors de ce match. Armand? Alors, si on part sur... Toi, tu connais bien le Cameroun? Oui, très bien. Très bien, le Cameroun. Si on part sur des certitudes, la structuration, l'organisation, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. C'est-à-dire le Maroc, pour moi, c'était l'équipe, même avant que la CAN ne commence, celui que je vois champion d'Afrique. Par rapport à ce qu'ils réalisent déjà, la Coupe du Monde, la dynamique qui n'a jamais baissé. Leur organisation, les matchs du Maroc aboutis. Non, c'est pas tous les matchs qu'ils doivent gagner ou doivent flamber. C'est une organisation structurée, c'est la pérennité, c'est-à-dire la régularité dans ce qu'ils produisent en termes de jeu. Et ils sont pratiquement, avec le Sénégal, c'est les deux meilleures équipes en Afrique. Ça, c'est... Non, mais moi, je parle de cette CAN. Non, mais moi, je suis un peu allé plus loin, puisque tu me dis, pour moi... Depuis le début de cette CAN, on arrive en quart de finale. Est-ce que pour toi, le Maroc a été convaincant? Et pour moi, convaincre comment? Tu vas être convaincu, ils sont qualifiés. Je t'ai parlé comme un Camerounais. Convaincre comment? Comment ils ont fait 3 matchs de poule, 3 victoires. Ils sont qualifiés là pour difficilement, mais ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Et là, ils sont face à un sérieux candidat. C'est là où j'essayais d'expliquer. Des certitudes, ils ont. En termes de jeu, en termes de qualité, l'ambiance, le contexte, c'est chez eux. Mais aujourd'hui, ils viennent le dire, Distel, le Cameroun est à la meilleure position outsider. Ils ont eu le temps, on ne les attendait pas, de se peaufiner, monter en puissance. Le meilleur match de cette CAN, c'est le Cameroun contre la Côte d'Ivoire, en termes d'intensité, en termes d'émotion, en termes de tout. C'est le meilleur match. Ça veut dire que si les Marocains sont capables de répondre à ce que va proposer le Cameroun physiquement, ils passeront. Parce que sur le reste, ils sont beaucoup plus armés en termes de cohérence, en termes de stabilité. Le Cameroun n'est pas très stable. On a vu comment ils ont, à l'entame du dernier match contre l'Afrique du Sud, c'était hésitant. Mais après, ils sont montés en puissance. Ils ont aussi des qualités individuelles de très très haut niveau. Baleba, Bemo et une charnière qui a priori marche. Donc le danger vient de partout. Alfred? Cette confrontation elle restera historique pour moi parce qu'en 98, le Cameroun a battu le Maroc. Le Maroc avait organisé chez elle. Le vilain geste de Canabic n'était pas joli à voir. Si les caméras disaient, mon cher Malik, c'était une condamnation. Aujourd'hui, le Cameroun joue sa survie. Pourquoi je dis cela? C'est que le Cameroun n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Et si le Cameroun se faisait éliminer, je pense qu'au sein même du peuple camerounais, ça va péter. On se met bien d'accord. Donc pour moi, le Cameroun doit se battre pour gagner. Et ces Camerounais, dans l'histoire du football, sont costauds. Ils sont aguerris, c'est des combattants. Ils ne baissent pas les bras. Vous avez vu que face à la Côte d'Ivoire, je dis une chose, même s'il y a eu un match nul, à un certain moment donné, la Côte d'Ivoire n'avait aucune chance. Physiquement, ils étaient laminés. Donc il faut croire aux Camerounais. Le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, elle joue chez elle. Pour moi, voilà, les supporters et tout, c'est rassurant. Mais pour moi, je pense que le Cameroun a les moyens mentalement. Et si le Cameroun s'avère détrône le Maroc, vous n'allez pas dire que c'est pas camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça depuis longtemps. Ils sont capables de réaliser ce truc-là. Le Maroc sera éliminé. Je vais juste ajouter quelque chose, parce que les Camerounais, ils ont toujours éliminé les pays organisateurs. Ils aiment ça. Ils aiment les défis. Ils sont coutumiers du fait. Éliminer les pays qui organisent les CAN. Mais tiens, franchement, on a des quarts de finale de ouf, hein, comme disent les plus jeunes. Algérie, Nigeria. Waouh.
Waouh. Celui qui arrive à pronostiquer ce match d'entrée, Moi, je vois. il est fort. Moussa, tiens, garde la parole. Algérie, Nigeria. Alors, Nigeria, par rapport à ce que j'ai vu comme match ces derniers temps du Nigeria, l'Algérie, c'est vrai que c'est une belle équipe, ça joue au ballon, mais je pense qu'ils vont s'arrêter à ce stade de la compétition. Franchement, parce que le Nigeria, c'est le dernier finaliste de la CAN passée. Et puis, c'est vrai, ils ne se sont pas qualifiés pour le mondial, mais... Une revanche à prendre. Voilà, ils sont une revanche. D'ailleurs, le Nigeria, soit dit en passant, était en train d'attendre la RDC. Il souhaitait que la RDC se qualifie pour reprendre une forme de revanche par rapport au fait que vous les éliminez le Nigeria durant les barrages du mondial 2026. Donc, toi, tu vois le Nigeria passer. Mon cher, je vois le Nigeria passer parce que surtout par rapport à l'attaque. Mais cela dit, le Nigeria a quand même certaines absences au cours des matchs. Ça brille pendant 40, 50 minutes, 60 minutes. Et puis après, il y a de grosses absences. On l'a même vérifié face à la Tunisie. 3-0, on finit par... C'est la gestion. Voilà. C'est quelque chose qui arrive. Je pense que c'est quelque chose qui est régulier. Et je crois aussi que le goal nigérian, c'est peut-être le maillon faible. Ils se mettent à l'abri avant de voir un relâchement. Avant de rechuter. Distel, non, pour moi, le Nigeria, parce que c'est un rouleau compresseur. Et je pense que physiquement, ils seront peut-être plus forts que les Algériens. Ouais. Même si les Algériens, techniquement, c'est des très bons joueurs, mais le Nigeria, ça fait mal les actions qu'ils mènent. Mais la RDC était plus forte que l'Algérie, physiquement. Pour te dire, on a éliminé le Nigeria pour les éliminatoires à la Coupe du Monde, mais perdu contre l'Algérie. Donc, je te parle de mon analyse, de mon point de vue de Congolais. Et tu sais que j'aime te charrier. Je sais et j'aime ça, c'est bien. Comme ça, on rentre dans le sujet. Mais vraiment, je pense que physiquement, les Nigériens, ils vont faire la différence. Pour toi? Pour moi, je pense, ouais. Avec aussi peut-être Osimhen, Lookman réconciliés depuis. Le duo. Armand. Ils ont essayé de brûler les pistes avec cette dispute Lookman et Lookman Osimhen qui sont les deux têtes d'affiche offensifs du Nigeria. Sans aucun doute pour moi, il n'y a pas de doute, le Nigeria va éliminer l'Algérie. Pour prendre comme argument, ils viennent de le dire, Distel, sur le plan physique, est-ce que si l'Algérie, un tout petit peu comme le Maroc, répond aux défis physiques, ils passeront. Parce que le Niger ne sait pas simplement jouer au ballon, ils savent jouer. Mais ils ont quelque chose que d'autres n'ont pas. Ils ont cette capacité d'imposer un rythme physique, surtout devant. Vous avez deux monstres. Ah oui. Vous avez Osimhen qui use les défenses, c'est incroyable. Il faut être tout le temps attentif et les ballons ils arrivent. C'est-à-dire que dans la transition. Lucas Zidane va devoir faire très attention. Oui, il va faire très attention parce que c'est très dangereux. Il y a une forme de pressing. Il y a Lookman qui est monté en puissance aussi parce que c'était le moins bien il y a quelques mois de l'attaque nigériane. Il se révèle, il est sorti 2 fois homme du match avec beaucoup de passes décisives. Osimhen est égal à lui-même. C'est quelqu'un qui est un poison pour les défenses. Et quand vous mettez les apports de leurs joueurs offensifs ou bien milieu de terrain qui trouvent les décalages et qui donnent des bons ballons, ils sont bien alimentés. Et ça veut dire que ça va être un danger permanent pour l'Algérie qui ne sortira pas beaucoup. Parce que justement, il y a Osimhen offensivement qui va les maintenir à plat, très bas. Et pour enchaîner, le costaud devant, là, comment il s'appelle déjà, qui a joué en demi-finale, là, et le 8e de finale. Un costaud nigérien. Là. Ah, le Nigérien, le défenseur nigérien? Non, attaquant. Ah oui, l'attaquant. Tu rentres après, oui. Tu vois, c'est encore une masse, une option supplémentaire. Une option supplémentaire, j'ai oublié son nom. Là. Ton sentiment sur ce match, Algérie-Nigeria? C'est un grand match, je dis de façon honnête. Pourquoi je dis ça? Une grande affiche ou un grand match? Une grande affiche. Pourquoi je dis ça? C'est que le Nigeria, ça reste costaud depuis des années. On ne peut pas rigoler avec le Nigeria. Pour battre le Nigeria, il faut les acculer jusqu'à fond. Ouais. Même à la 90e minute, ne sois pas sûr que tu vas battre le Nigeria. Pourquoi la Côte d'Ivoire a gagné le Nigeria par rapport à quoi? Il y avait l'effet Côte d'Ivoire qui était là, les footballeurs, tout le monde. Vous comprenez? Mais malgré ça, les Nigériens, ils étaient là. Après, l'Algérie, oui, c'est vrai que Mahrez, sa bande, ça produit quelque chose, c'est nouveau. Mais moi, je crains beaucoup le Nigeria parce que le Nigeria résiste. C'est costaud. C'est un mental d'acier. Et si le Nigeria a la possibilité de faire mal, ils vont faire mal. Si le Nigeria a marqué 2 buts,
qui veulent, ma foi, bloquer tout derrière, ils sont capables. Ils vont résister. Pour moi, le Nigeria a toutes les forces, toutes les armes pour pouvoir gagner. Dernier quart de finale, Égypte, Côte d'Ivoire. Moussa, je te donne la parole en dernier. Merci. Arma aussi, je commence par toi. Je pense que c'est ouvert, ça va être très ouvert. Vraiment la Côte d'Ivoire impressionnante. La Côte d'Ivoire a Amad Diallo devant, c'est vraiment un joueur précieux pour la Côte d'Ivoire. Il y a de l'expérience avec Kessié dans l'entrejeu. Il y a des jeunes qui sont arrivés. J'ai oublié les noms, il y a des petits jeunes là. Yann Diomandé, justement. Ils ont une équipe qui va causer vraiment du fil à retordre à l'Égypte qui n'est pas à son grand jour, c'est pas un grand Égypte. Salah n'est plus le même. Et il fait plus la différence comme il faisait avant. Je pense que la Côte d'Ivoire peut vraiment, si elle y croit, et on va rentrer dans le mental de mon ami Moussa Traoré pour gagner ce match mentalement. Distel. Pour moi, l'Égypte reste et restera toujours l'Égypte, recordman de titres en Afrique. Maintenant, on est face à une Côte d'Ivoire très dynamique. Elle a été critiquée au tout début, avant la compétition, par les choix des Mers Faé, mais aujourd'hui, il donne raison par rapport à ses choix. Et ça va être un match très ouvert, parce que l'Égypte reste l'Égypte, donc il faut vraiment faire attention. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire arrive avec plus de fraîcheur, de dynamisme, et ils ont toutes leurs chances pour passer. Alfred, Moussa, il me regarde. Toi, c'est pour la fin, Moussa. Alfred. C'est une confrontation cruciale pour ces deux nations. L'Égypte a été toujours la bête noire de la Côte d'Ivoire. Ouais. L'Égypte, pour son parcours africain, a beaucoup d'expérience, beaucoup de réserves. La Côte d'Ivoire, elle est une équipe, même si elle est détentive du trophée, il y a eu beaucoup de changements, quelques jeunes. La maturité égyptienne, elle est là, l'expérience. C'est sur ça que l'Égypte va jouer. Si la Côte d'Ivoire essaie d'utiliser un peu de ruse, oui, elle peut passer. Mais pour moi, l'Égypte est en mesure de battre la Côte d'Ivoire. Facilement. Ah, facilement en plus, hein. Parce que, pourquoi je dis cela, c'est que, vous savez, Mo Salah reste Mo Salah. Et que l'Égypte, dans ses buts, a un gardien aussi qui est costaud. Après, dans l'ensemble, les attaquants comme Trezeguet, ils sont toujours là. Je ne dis pas que ces jeunes garçons, Inao et tout ça, ou Ahmad ne sont pas là, je n'ai pas dit ça. Mais il faut être fort pour battre l'Égypte. Fort quoi, physiquement, techniquement, mentalement. Je dis une chose, c'est dès le point de départ. Les trois en même temps. Voilà. Les 15 premières minutes, si la Côte d'Ivoire peut occasionner pour marquer un but, et gérer même jusqu'à la 30e minute, avoir 2 buts, avant la première mi-temps, si la Côte d'Ivoire arrive à marquer, oui, elle peut se qualifier. Mais l'Égypte peut vous traîner, peut vous entraîner jusqu'à la dernière dans les corps. C'est ça. Au tir au but. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire connaît l'Égypte depuis des décennies, que l'Égypte a toujours battu la Côte d'Ivoire dans la résistance, où la Côte d'Ivoire, elle est faible. 8 sur 11. Voilà, donc voilà. Donc le calcul est faible. Donc pour moi, c'est surtout l'expérience, la résistance égyptienne qui peut faire chuter la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire peut gagner, mais ses chances sont très minces pour moi. Ouais. Moussa, tu as déjà joué face à l'Égypte? Non. 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 Ton sentiment sur le match de samedi? Comme le grand frère l'a dit, c'est vrai que c'est un match très ouvert. Et on a des jeunes joueurs. Et est-ce qu'ils pourront supporter la pression d'un quart de finale? S'ils arrivent à supporter ça, je pense qu'on a une chance de passer. Et aussi, j'ai regardé l'Égypte, tous ces matchs, c'est pas joli à voir, mais c'est expérimenté, c'est tactique, c'est réfléchi. Et vraiment, s'ils mettent tout ça en place, ça va nous poser des problèmes. Mais avec la jeunesse insouciante de la Côte d'Ivoire aussi, c'est vrai qu'on peut se lâcher et puis rendre ce match très facile en marquant 1 ou 2 buts assez vite et puis à se mettre à l'abri. Et par contre, on a une défense qui est costaud. Et ça, c'est une certitude aussi pour arriver en quart de finale.
Merci les amis. Armand, Je veux juste rajouter quelque chose, c'est simplement le fait qu'on a assisté quand même à des quarts de finale où on a tous les favoris qui sont représentés. C'est magnifique. Ouais. C'est une évolution. C'est vrai que le football africain a beaucoup évolué. On a vu les matchs, les contenus des matchs, beaucoup d'évolution. Mais c'est l'une des CAN où on a tous les grands. Les grands. Et ça promet alors des quarts de finale palpitantes. Tu l'as dit, le mot est lâché. Hein. Merci les amis. Hein. Armand aussi, ex-international gabonais. Alfred, toi, tu n'as pas joué au foot à haut niveau comme moi. Hein. Nous, on a joué au quartier. Hein. On a joué au quartier. Moussa Traoré, ancien international ivoirien. Et puis mon ami Distel, hein, ancien international RDC. Hein. Merci les amis. Merci pour vos lumières. On se donne rendez-vous le 16 janvier prochain pour un autre Afrofoot. Salut.